comprendre l'ensemble des obligations juridiques. Alors, bien entendu, on ne pourra pas toutes les présenter. On essaie de cibler les principales et celles qui peuvent avoir le plus d'incidence. Donc, on va regarder ce dont on va parler ensemble. Donc, on va commencer par le départ. Donc, lorsqu'on se lance dans un nouveau projet, qu'on crée une société, il y a la phase de constitution et d'immatriculation. Une fois que vos sociétés existent, il s'agit de se maintenir à jour les informations qui la concernent. On fera également un point sur le fait d'associer des personnes dans son projet. Comment, pourquoi et quelles obligations à faire au fait d'associer comme ça des personnes dans sa société. Un petit focus également sur la géo et l'obligation annuelle qu'elle représente. C'est une chose que tout entrepreneur ne connaît pas et qui pourtant est vraiment l'obligation de base de toute société. Et on terminera par un petit focus également sur le pacte d'associés. Je vous propose de commencer. J'espère que tout le monde m'entend bien. Sinon, vraiment, n'hésitez pas à me le signaler sur la conversation ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des termes qui sont un peu trop du jargon. De la même manière, n'hésitez pas à le relever. J'essaierai de traduire tout de suite. Et puis, pour la fin du webinaire, on a prévu un temps de questions. Si jamais vous en avez certaines, n'hésitez pas à les noter et on pourra les regarder ensemble à la fin de la présentation. Merci. Alors, du coup, on va démarrer par le début, donc de la vie d'une société. Voilà, vous avez un projet, vous avez décidé de créer une structure sous forme de société pour le porter cette activité. Donc, bien sûr, la première étape, c'est la constitution et l'immatriculation au greffe. Là, vous le voyez sur la diapo, donc on parle du rôle du CFE. En amont, on insiste vraiment sur l'importance du choix de la structure, de la forme en fait de la structure. Vous le savez sans doute, la plupart, en pratique, ce qu'on voit le plus, c'est la SAS et la SARL. Ce ne sont pas pour autant les deux seules formes de société qui existent, mais c'est vrai que ce sont les deux plus communes. Entre les deux, il y a un vrai choix à faire parce qu'il y a des conséquences, qu'elles soient au niveau social, au niveau fiscal, qui sont à considérer en amont avant de choisir la forme de société. Pas qu'il soit impossible de passer d'une forme à l'autre, mais c'est pas non plus chose aisée. C'est pour ceux qui ont déjà des structures, vous le savez, toute modification a un coût, malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même mieux de bien réfléchir en amont, de se faire accompagner sur le sujet pour être conseillé au mieux et avoir une forme qui corresponde aux besoins de chacun. Donc, une fois qu'on a choisi la forme, qu'on a rédigé ses statuts, ici encore, on ne peut que vous conseiller de vous faire accompagner sur le sujet. On immatricule la société et donc intervient ce qu'on appelle le CFE. Donc, le CFE, c'est l'acronyme pour Centre de formalité des entreprises. En fonction de la forme de votre société, de son activité, ça peut être la chambre de commerce, ça peut être la chambre des métiers, ça peut être l'URSSAF, ça peut être le greffe directement. Donc ça, en tant que mandataire, lorsque vous nous confiez la création de votre société, c'est nous qui gérons. Mais ça nous semblait quand même important que vous soyez sensibilisés à son rôle, parce que il y a aussi des personnes qui décident de s'immatriculer seules et on ne peut que vous sensibiliser sur l'impact en fait des déclarations qu'on peut faire. De la même manière aussi sur la rédaction des statuts, chaque chose a une conséquence d'un point de vue juridique. Donc, ça peut être tout bête, ça peut être le choix de la clôture du premier exercice. Ça peut paraître anodin, mais ça peut avoir un coût parce que, in fine, on peut se retrouver à devoir éditer un bilan pour, je vais être schématique, 1 mois d'activité. Et le coût n'est absolument pas rentable, alors qu'en réalité, en se faisant conseiller, il y avait d'autres solutions pour avoir, par exemple, un exercice plus long. C'est qu'un exemple pour illustrer le fait de l'importance de bien réfléchir en amont chaque point et de se faire, encore une fois, conseiller sur des sujets qui peuvent avoir de réels impacts, puisque le CFE, lorsqu'on accomplit les démarches auprès de lui ensuite transmet l'information à tous les organismes. Donc, c'est ce que vous voyez sur le diapo, que ce soit les impôts, l'URSSAF, que ce soit l'URSSAF du régime général ou des indépendants, peu importe. De manière générale, tous les organismes se trouvent informés
des caractéristiques de votre société. Donc, c'est plutôt important de ne pas faire de bêtises à ce niveau-là. Il y a aussi un petit point à noter lorsque voilà, vous décidez d'entreprendre ces démarches seules, outre la création de la société qui elle-même demande un certain formalisme pour être conforme, il y a aussi des obligations annexes qui sont liées. Les options fiscales à bien réfléchir. Quand on opte à la TVA, par exemple, c'est irrévocable, donc il faut bien réfléchir à la question et pas hésiter à la poser à un professionnel. De la même manière, en termes purement juridiques, il y a une obligation qu'a toute société aujourd'hui et depuis 3-4 ans, si je ne dis pas de bêtises, de déclarer ce qu'on appelle ses bénéficiaires effectifs. Donc pareil, c'est pas forcément une obligation qu'on trouve sur le net et pourtant elle existe et à peine de pénalité si elle n'est pas respectée. Ensuite, une fois que votre société existe, est lancée, il est important de la maintenir à jour, voilà, les informations qui la concernent. Donc, on a donné quelques exemples. Votre DG qui quitte l'entreprise, un déménagement alors que le siège était fixé chez vous, ou même un déménagement, un changement de local, un nouveau local. Tous ces faits qui interviennent en fait voilà, qui sont le cursus normal de la vie d'une entreprise impliquent le respect d'obligations juridiques pour être conforme. Quels impacts si on ne le fait pas? On a pris quelques exemples. Donc, sur le changement de dirigeant, vous aviez nommé un directeur général et en fait, il quitte la société. Vous ne faites pas les formalités. Il apparaît toujours sur le cabis de la société. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Une personne qui apparaît sur un cabis a le pouvoir d'engager la société, donc de signer en son nom. Donc, si vous ne mettez pas à jour, légalement parlant, il apparaît toujours sur la carte d'identité de l'entreprise, qui est son cabis, comme ayant le pouvoir d'engager votre structure. Donc, ça peut être quand même potentiellement dérangeant pour une personne qui a quitté votre structure. De la même manière, pour le transfert de siège, on a beaucoup de clients qui nous préviennent, une fois le déménagement fait, voilà, de la nouvelle adresse, en pensant peut-être qu'il s'agit juste d'une formalité administrative. Non, du moment où on a une société, déménager, ça veut dire transférer un siège social. Ça veut dire décider en AG et l'acter en AG, ça veut dire mettre à jour les statuts de la société, ça veut dire procéder à une ou plusieurs publicités légales en fonction des cas, et ça veut dire mettre à jour le cabis. Pourquoi? Parce que de la même manière, lorsqu'on accomplit ces formalités, on en revient au CFE qui accompagne en fait l'entreprise tout au long de sa vie. Le CFE va ensuite informer les organismes, les impôts. Donc, ça peut avoir un impact au niveau de la CFE par exemple, qui ne sera pas la même en fonction du lieu, de la superficie occupée par l'entreprise. Ça peut également avoir un impact au niveau de vos salariés, si vous avez des salariés, il est primordial qu'ils soient déclarés sur l'établissement où ils travaillent effectivement. Voilà, donc toutes ces conséquences-là, en fait, sont à bien avoir en tête, pour en avoir conscience, parce que voilà, lorsque ces formalités-là ne sont pas faites, ces organismes-là ne sont pas prévenus et ça peut avoir de lourdes conséquences. On a également pris l'exemple de la création d'un nouvel établissement. Je sais pas, vous avez un magasin et puis vous ouvrez une nouvelle boutique. Cette nouvelle boutique va également certainement avoir des salariés. De la même manière, c'est très important au niveau de l'URSSAF que vos salariés soient déclarés sur l'établissement dans lequel ils travaillent effectivement. Ce sont des exemples. De manière très générale, la règle à retenir, c'est que voilà, toute modification sur votre structure doit être déclarée pour être conforme et les conséquences à défaut peuvent être assez importantes. On va ensuite passer sur un sujet qui peut intéresser beaucoup de personnes en fonction des contextes, le fait de s'associer. Alors, en amont, je voulais également rappeler que d'un point de vue juridique toujours, tout le monde n'est pas à même d'apporter des fonds dans votre société. N'importe qui ne peut pas injecter d'argent dans votre structure. Soit c'est une banque, il s'agit d'un emprunt bancaire, soit c'est un investisseur qui va le faire sous forme, alors peu importe, ça peut être des obligations, ça peut être une entrée au capital, soit ce sont des associés
entre guillemets particulier qui entre dans votre structure. Mais voilà, il faut qu'il y ait quand même cette matérialisation d'un lien en fait avec l'entreprise pour justifier d'un apport financier. Donc s'associer avec qui? Ça peut être avec des investisseurs purs, entre guillemets, donc des gens qui ne sont là que pour voilà, s'intéresser financièrement à votre projet et tenter de le financer pour le porter d'un point de vue, entre guillemets, uniquement financier. Ou ça peut être des cadres dirigeants, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, ce qu'on appelle l'intéressement manager, qui est un levier en fait de motivation voilà, des personnes qui sont importantes dans votre structure pour les motiver, pour les faire participer ou tout simplement pour reconnaître en fait leur valeur ajoutée. Vous pouvez décider de les intéresser dans votre entreprise. Donc, comment ça se matérialise? Schématiquement, deux solutions principales. On va avoir l'augmentation du capital social. Donc, vous aviez un capital social en démarrage. Alors, on va donner un exemple à 1 000 euros. Vous faites entrer un investisseur. Il va apporter cet argent, alors soit intégralement en capital, ce qui va venir forcément vous diluer, puisque vous, votre participation dans mon exemple de 1 000 euros restera à 1 000 euros. Ou alors, vous faites un calcul en accord avec votre investisseur pour conserver un certain niveau de participation et donc vous réinjectez ensemble des fonds en fonction pour respecter le ratio que vous aurez convenu. Soit vous faites, votre investisseur du moins fait de l'hybride et apporte en capital pour avoir la qualité d'associé et le delta en compte courant d'associé de manière à avoir une créance qui soit remboursable sur du plus court terme. L'augmentation de capital, ça peut aussi être pour de l'intéressement manager. Ça peut être par voie d'augmentation qu'on appelle, donc de capital qu'on appelle réservé aux salariés. C'est un mécanisme qui existe notamment en SAS, qui permet en fait de décider, vous, en tant qu'associé, d'augmenter le capital social, mais de privilégier en fait vos salariés pour y souscrire, pour que voilà, chacun puisse investir un montant que vous aurez également convenu en amont et se retrouve associé avec vous. Toujours pareil, hein, il y a des ratios à convenir au préalable pour que vous gardiez quand même la main sur votre entreprise, mais c'est un moyen d'intéresser vos managers important. Ou ça peut être également ce qu'on appelle des AGA, donc des actions gratuites que vous pouvez décider de mettre en place. Donc c'est un plan en fait que vous, en tant qu'associé, vous adoptez pour créer gratuitement des actions qui leur seront attribuées. Il peut y avoir bien entendu des conditions d'attribution, des conditions de performance, des conditions de présence. Voilà, c'est très contractuel, donc très, très maniable, mais c'est un moyen aussi voilà, de vous retrouver associé avec vos salariés. Et le second moyen, donc l'alternative à l'augmentation de capital, ça va être la cession de titres. Donc voilà, je reprends mon exemple. Vous aviez créé votre société avec un capital social de 1 000 euros, divisé en, je sais pas, 100 actions de 10 euros. Eh bien, vous allez, vous, vendre une partie de vos actions. Donc voilà, toujours pareil, soit un investisseur, soit un cadre de votre entreprise, de manière à l'intéresser. La différence, vous l'aurez compris, hein, on augmente le capital dans la première solution, donc on vient augmenter ses fonds propres, on vient augmenter également le gage et créancier, bien sûr. Dans la seconde alternative, on ne touche pas au capital social, on ne touche qu'à sa répartition et ça vous impacte directement. Bien sûr, vous vous trouvez dilué du fait de cette vente que vous consentez. Il y a aussi une fiscalité à appréhender, c'est le point qu'on vous suggère dans la troisième colonne dans les actions. En fonction de la valeur en fait de votre société au moment où vous décidez de cette opération, que ce soit la première ou la seconde, c'est forcément en fonction de la valeur qu'a votre entreprise à ce moment-là. Donc, si votre société est en démarrage, elle n'a pas encore clôturé son premier bilan, a priori, sa valeur reste plus ou moins celle de constitution. En revanche, quand ça fait 5 ans qu'elle existe, que voilà, vous avez développé votre activité, il y a du chiffre d'affaires, il y a des charges parce que vous avez des salariés, etc., la valeur n'est absolument pas la même en termes de valeur marchande. Quand on parle de valoriser la société, c'est une simulation comme si vous vendiez votre structure à un tiers.
Et de cette valorisation, on va pouvoir déterminer un prix de chaque titre qui permettra de déterminer la valeur pour l'augmentation du capital ou pour la cession. L'impact fiscalité peut être important dans la deuxième solution. Si, toujours dans mon exemple, on a une action qui vaut initialement 10 € et qu'après 3 ans, elle en vaut 15 en valeur marchande, vous avez une plus-value latente de 5 €. Ces 5 € constituent une plus-value qui est imposable pour vous si vous les vendez, vos titres. Donc, si vous vendez votre action à 15 € alors que vous l'avez souscrite à 10, vous avez une plus-value de 5 € qui sera potentiellement fiscalisée. Alors, il y a bien sûr on est en France, donc bien sûr, toute règle a son exception, il y a des mécanismes qui existent, mais voilà, sur le principe, c'est à prendre en compte. Vous avez une fiscalité à réfléchir en amont pour voilà, ne pas être surpris potentiellement. Dans l'augmentation de capital, c'est pareil, la valorisation est primordiale. Si vous faites entrer un associé à la valeur de 10 € alors que votre action en vaut 15, il rentre pour moins cher que ce que ne vaut votre société. Donc, indirectement, vous vous retrouvez un petit peu lésé. Donc, ce qu'on fait, c'est que ne pouvant pas toucher à la valeur qu'on appelle nominale, donc qui est la valeur qu'on a définie dans les statuts en tant qu'associé, donc dans mon exemple de 10 €, ça c'est immuable par défaut. Donc, lorsque la société vaut 15 € l'action, eh bien, on va constater ce qu'on appelle une prime d'émission de 5 € qui viendra tout de même intégrer les fonds propres, quand bien même ce ne sera pas comptabilisé en capital social. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas à noter vos questions pour la fin si vous en avez. Ce qu'il faut retenir de manière générale sur le sujet de l'association, c'est que ça ne se fait pas comme ça. Tout le monde ne peut pas spontanément injecter de l'argent dans votre structure. Il faut avoir une qualité, donc voilà, soit avoir la qualité d'investisseur par les différents mécanismes qui existent, soit acquérir la qualité d'associé en souscrivant au capital de votre société par les différents moyens qu'on aura évoqués. Alors ici encore, bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris aussi, on ne peut que vous conseiller de vous faire accompagner sur le sujet. Valoriser une société, c'est un métier, c'est le travail d'un expert comptable, ça se fait à l'appui de bilan. Il y a différentes méthodes de valorisation en fonction des activités. Voilà, ça se fait pas au doigt mouillé, faut l'établir, faut pouvoir la justifier en cas de contrôle. On a toujours voilà cette épée de Damoclès qui est le contrôle fiscal, qui fait que voilà, il vaut mieux toujours être conforme, donc voilà, confier cette valorisation à un professionnel de manière à avoir un prix qui soit juste et justifiable. Et la fiscalité, de la même manière, c'est aussi notre métier de faire en sorte, autant que faire se peut, voilà, de trouver de vous faire part en fait des solutions existantes pour optimiser la fiscalité lorsque la loi le permet. On va poursuivre ensuite avec une obligation annuelle, donc qui est l'AGO. Donc je voulais évoquer tout à l'heure en présentation du sommaire. L'AGO, donc c'est l'acronyme pour Assemblée Générale Ordinaire, c'est une obligation annuelle qu'a toute société. Toute société, ça veut dire à la fois une société commerciale, donc une SAS, une SARL, voilà, elles sont concernées, mais aussi les sociétés civiles, qu'elles soient immobilières ou non. Toute société a l'obligation de tenir une AGO. L'AGO, c'est quoi? C'est sommairement approuver les comptes annuels et, le cas échéant, déposer les comptes. Approuver les comptes, ça concerne toutes les sociétés. Donc, on a un délai pour tenir l'AGO. Légalement, elle doit être tenue dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Donc, pour un exercice qui se clôt au 31 décembre 2020, on a jusqu'au 30 juin 2021 pour la tenir. Et à l'occasion de l'AGO, on va approuver les comptes annuels de manière très générale, mais découle de cette approbation des comptes, on va dire des petites variantes. Voilà, il y a différents points en fait qui sont à aborder dans l'Assemblée générale pour être conforme à la loi. Notamment, voilà, on va affecter le résultat, ça c'est la première chose, on y reviendra, mais on va aussi faire mention des dividendes antérieurs, on va aussi faire un point sur les conventions réglementées.
Voilà, il y a différents points qui sont légalement à prévoir dans l'Assemblée générale. L'affectation de résultats, donc à la clôture de votre bilan, vous avez soit un déficit, soit un bénéfice. En cas de déficit, il n'y a pas trop de mystère. Quand vous avez une perte, soit vous l'affectez sur les réserves que vous avez pu accumuler sur les exercices antérieurs qui étaient meilleurs d'un point de vue comptable, soit vous n'en avez pas, et dans ce cas-là, vous les accumulez dans ce qu'on appelle le report à nouveau débiteur. Ce sont les pertes accumulées, pertes comptables accumulées. Si vous avez un bénéfice en revanche, pareil, on a des obligations d'affectation avant de pouvoir disposer en fait de ce bénéfice, qu'on appelle le bénéfice distribuable. La première obligation, c'est de doter la réserve légale. Ça, c'est impératif, il faut le faire à peine de nullité en fait, des assemblées générales prises en contravention. Et potentiellement, si dans vos statuts, vous avez prévu des réserves statutaires, ça c'est possible aussi. Hein, vous pouvez avoir, avec vos associés, lors de l'élaboration des statuts, vous avez pu prévoir de créer une réserve en plus de la réserve légale pour avoir un certain niveau de fonds propres. Pareil, cette réserve statutaire sera respectée en termes de dotation avant toute distribution. Une fois que ces obligations légales d'affectation sont satisfaites, s'il reste du bénéfice, dans ce cas-là, il est distribuable et c'est vous qui statuez de savoir si vous voulez vous le distribuer en dividende ou bien si vous souhaitez le mettre en réserve pour plus tard ou pour solidifier les fonds propres de la société. Les conventions réglementées, alors ça, c'est un sujet qui est à traiter, même en l'absence de commissaire aux comptes. Faut être alerte là-dessus. C'est pas parce que vous n'avez pas de commissaire aux comptes qu'il ne faut pas statuer sur les conventions réglementées. Au contraire, en l'absence de commissaire aux comptes, c'est à vous, en tant que mandataire social, de faire un rapport annuel au moment de la GO sur ce sujet. Une convention réglementée, alors c'est un terme un peu juridique de jargon. Ce sont les conventions, on va dire, qui intéressent à la fois la société elle-même et un de ses dirigeants au sens large. Donc ça peut être le président de la structure ou son gérant, ça peut être un associé majoritaire. Voilà, ce sont des personnes qui ont des intérêts communs avec la société. Et cette procédure, en fait, demande à ce que annuellement on soumette à l'approbation des associés ces conventions-là. C'est une mesure protectrice pour les associés parce qu'un associé ne pouvant gérer d'un point de vue légal la société, lui, il n'est que propriétaire, il n'est pas dirigeant, sauf à avoir les deux casquettes. Donc, un associé, il ne voit pas ce qui se passe pendant l'année. Donc, si vous êtes, par exemple, 3 associés dans la structure, mais parmi les 3 associés, il n'y en a qu'un seul qui est dirigeant, il est important que les 2 autres associés sachent ce qui se passe dans la structure dans laquelle ils ont pris une participation et que le président, annuellement, leur rende compte des actes, en fait, des conventions qu'il a pu passer et dans lesquelles il pourrait y avoir, en fait, un conflit d'intérêts, tout simplement, avec la société. Et donc, elles leur sont présentées au moment de la GO et elles sont soumises à leur approbation. Une convention qui n'a pas été approuvée reste opposable à la société, hein, elle produit quand même ses effets. Je vais prendre un exemple pour illustrer. Le président, donc qui est l'un des 3 associés dans mon exemple, il a un compte courant d'associé et il a décidé de se le rémunérer par des intérêts. Et cette rémunération, même si en soi, c'est pas du tout illégal de le faire, hein, ni illicite, hein, c'est pas le sujet, mais potentiellement, il y a un conflit d'intérêts puisque c'est lui, en tant que président, qui décide de se rémunérer dans la société, de rémunérer l'avance qu'il a consentie avec des intérêts. Et pour couvrir le président, on va faire état de cette rémunération du compte courant d'associé dans le rapport sur les conventions réglementées qui sera soumis à approbation, de manière à ce que les 2 autres associés soient informés et connaissance de cette rémunération par intérêt du compte courant d'associé de leur président et approuve en fait cette convention. Comme ça, le président est couvert. Cette convention ne pourra pas être mise en cause ensuite par les 2 autres associés puisqu'ils l'auront déjà autorisée. Dans l'exemple où les associés ne sont pas d'accord et n'approuvent pas cette convention, bien sûr, les intérêts restent versés. Donc, cette convention, elle continue à produire ses effets. Néanmoins, les 2 autres associés seront fondés à potentiellement, en cas de préjudice pour la société, engager la responsabilité du président.
Donc, vous l'aurez compris, hein, ce n'est pas forcément du formalisme pour du formalisme. C'est une procédure qui est mise en place pour protéger à la fois le mandataire de ses actes, pour le couvrir en faisant approuver que ça soit les comptes, puisque c'est lui qui dirige la société, bah, il fait approuver les comptes annuels, donc ça le couvre. On lui donne ce qu'on appelle quitus, hein, donc ça veut dire qu'on approuve sa gestion pour l'exercice écoulé. On approuve également les conventions qu'il a pu passer. Voilà, donc lui, ça le pas déresponsabilise, mais en tout cas, ça vient approuver la gestion qu'il a eue lors de l'exercice écoulé. Et ça protège également les associés, puisque ça leur fait, ça les tient informés de ce qui se passe dans la société dans laquelle ils ont investi, et ça leur fait un compte rendu. Voilà pour l'approbation des comptes. Ensuite, on a le dépôt des comptes annuels, donc qui est une obligation qui est bien sûr directement liée, hein, à l'approbation des comptes. Alors, le dépôt des comptes ne concerne que les sociétés commerciales. Une société civile n'a pas l'obligation de déposer ses comptes annuels au greffe. En revanche, voilà, toute société commerciale a cette obligation. Pareil, on a un délai imparti d'un point de vue légal pour le faire. Alors, bien sûr, vu le nombre de sociétés en France, de fait, on a des délais, on va dire, mais d'un point de vue légal, on a normalement jusqu'à un mois suivant la clôture suivant la tenue de la géo. Le dépôt des comptes au greffe, donc c'est quoi? On dépose à la fois le bilan, le compte de résultat et l'annexe comptable si la société est tenue d'en établir une. On dépose également l'affectation de résultats. Et potentiellement, pour les sociétés qui y sont éligibles, on dépose une déclaration de confidentialité. La confidentialité, en fait, donc c'est sur critères. Il y a des seuils de chiffre d'affaires, de total de bilan et de salariés à respecter pour être éligible. Mais lorsqu'on l'est, elle permet, sur demande, hein, c'est pas du tout obligatoire, c'est une déclaration qu'on fait en plus. Ça permet en fait que les comptes qu'on dépose au greffe ne soient pas visibles par les tiers qui ne sont pas autorisés. Très concrètement, ça veut dire que quand on va sur société.com ou sur Infogreffe et qu'on tape votre société, eh ben, on ne voit pas ni son chiffre d'affaires ni son bilan. On ne peut pas acheter ces comptes, en fait, sauf à être un tiers habilité. Donc voilà, ça va être bien sûr l'administration fiscale notamment, donc de manière générale les administrations, les banques également. Enfin voilà, ces institutions-là qui ont un privilège de par leur activité. Mais voilà, votre concurrent, très concrètement, il ne pourra pas avoir vos résultats, il ne pourra pas avoir l'année que vous avez fait si vous décidez de déclarer avec confidentialité vos comptes annuels. Encore une fois, sous réserve d'y être éligible. L'autre point aussi qui est à relever, ce que vous voyez de noter, capitaux propres inférieurs à 50% du capital social. Lorsque vous avez fait une année moins bonne ou que vous êtes en démarrage d'activité, que vous avez eu beaucoup de frais qui ont fait que vous avez à l'issue du bilan une perte comptable, cette perte comptable, si elle est trop importante, le résultat faisant partie des capitaux propres pourra amener à ce que les capitaux propres se retrouvent inférieurs à la moitié du capital social. Je reprends mon exemple, j'ai un capital social de 1 000 euros, j'ai fait une perte comptable en 2020 de 800 euros, j'ai des capitaux propres qui sont égales à 200 euros pour un premier exercice. Ah oui, à 200 euros pour un premier exercice. 200 euros, c'est moins de 500 euros, je suis inférieure à la moitié du capital social. Qu'est-ce qui se passe? Alors en soi, c'est pas grave, hein, ça ne veut pas dire que votre société va liquider demain. Néanmoins, le code de commerce prévoit une procédure lorsqu'une telle situation qu'on appelle donc un actif net négatif ou situation nette comptable négative, le code de commerce demande à ce que les associés, lors de la GO, statuent sur une dissolution anticipée de la société. Vous êtes totalement libre de la rejeter, c'est d'ailleurs ce qui se fait le plus souvent en pratique. On vient rejeter cette résolution, mais le dirigeant a l'obligation légale de la proposer lors de l'AG. Donc il va venir présenter en fait le fait que la société à la clôture de son dernier bilan était en situation nette négative et il va soumettre au vote des associés lors de l'AG une dissolution anticipée qui sera potentiellement rejetée. Et donc, le cas échéant, on continue et la société dispose d'un délai légal de régularisation qui court, qui est de 2 exercices suivant l'exercice au cours duquel l'AG a constaté.
Très concrètement, pour comprendre, on a un bilan 2020, on fait l'AG en juin 2021, et bien la société aura jusqu'au 31 décembre 2023 pour régulariser et retrouver des capitaux propres qui soient à un niveau au moins égal à la moitié du capital social. À défaut, légalement, elle est tenue de réduire son capital social, enfin, voilà, en fait, de faire en sorte d'apurer ses pertes. Toujours pareil, ces mesures, même si spontanément, on peut se dire c'est très pénible, ça veut dire faire des formalités, alors que la société va déjà pas bien puisqu'elle est en perte, etc. Si on prend de la hauteur, en fait, on s'aperçoit que c'est encore une fois une mesure de protection, que c'est pour éviter en fait que les sociétés qui vont pas très bien persistent en fait et ne fassent qu'accroître leur déficit et arrivent à des situations où le redressement devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que ces procédures sont mises en place. Lorsque en AG, donc les associés ont décidé de ne pas dissoudre sur proposition du dirigeant, on est censé faire des formalités pour en aviser les tiers. Donc, il y a une publicité légale à faire dans un journal habilité, dans un journal d'annonce légale, dans lequel voilà, on va venir informer que les associés ont décidé de ne pas dissoudre la société. Et on va également faire des formalités auprès du greffe pour inscrire sur le cabis de la société une mention en ce sens. Cette mention ne pourra être supprimée que le jour où la société sera redressée et aura retrouvé des capitaux propres sains. Faute de ne pas le faire, toujours pareil, hein, si le dirigeant ne propose pas cette résolution à l'AG alors que la situation est telle, toujours pareil, potentiellement, il peut engager sa responsabilité. Donc, c'est important de au moins le soumettre à l'AG pour vote. Voilà sur la géo. Je voulais également faire une rapide parenthèse en faisant un petit retour sur les conventions réglementées sur le sujet des conventions de trésorerie. Alors, on a beaucoup de clients qui, lorsqu'il y a au moins deux structures ou plus, veulent les mettre en place, veulent en fait faire circuler la trésorerie parce qu'ils ont une société 1 qui a un excédent et une société 2 qui a des besoins. Pas de sujet, hein, bien sûr, sous réserve de respecter les conditions légales. Néanmoins, on vous invite quand même à mettre en place une convention écrite du moment où ces flux sont sur des montants conséquents ou que vous voulez rémunérer ces avances-là, ce qui est tout à fait possible. Hein. On peut mettre un taux d'intérêt au prêt que va faire la société 1 à la société 2. Mais voilà, pour cadrer les choses, pour que ça soit carré et qu'on ne puisse pas le remettre en cause, on invite quand même à mettre en place une convention de trésorerie écrite pour cadrer tout ça. Voilà sur la géo et les obligations annuelles. On va poursuivre ensuite avec le sujet des pactes d'associés. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. On a déjà entendu parler. En tant qu'entrepreneur, vous connaissez, je pense tous, les statuts d'une société. Donc, les statuts, c'est contractuel. Hein, c'est comme le règlement intérieur de l'entreprise, ça va venir la régir. Mais les statuts, c'est public. C'est public, c'est publié, c'est déposé au greffe, on peut les télécharger. Aujourd'hui, avec les plateformes qui existent comme Papers ou autres, c'est même facilement accessible aux tiers, à n'importe qui, au public. Donc, on n'a pas forcément envie de traiter certains sujets dont on veut qu'ils restent confidentiels, en fait, qui restent internes à l'entreprise, dans des statuts. Et dans ces cas-là, on met en place un pacte d'associés. Alors, un pacte d'associés, c'est vraiment conseillé fortement de le faire, d'en prévoir un lorsque on est associé à plusieurs. Parce qu'en fait, c'est vraiment purement un contrat que vous passez entre vous. Adhère qui veut, vous stipulez également entre guillemets ce que vous voulez, hein, c'est vraiment un contrat, donc vous pouvez insérer les clauses que vous voulez. On vous a mis quelques exemples de clauses dont je pourrais vous parler, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très libre et surtout c'est confidentiel. Pourquoi c'est important de le prévoir quand on s'associe avec un tiers, qu'on ait plusieurs associés? Tout simplement parce que le pacte va pouvoir vous permettre de traiter certains sujets sensibles potentiellement, comme par exemple déterminer un prix de rachat si l'un de vous sort,
voter sur certaines décisions que vous estimerez importantes, mettre en place un comité, je sais pas, de suivi par exemple. Enfin, voilà, ces choses-là qui sont des sujets potentiellement sensibles. Eh ben, il vaut mieux les traiter en amont quand tout va bien, au départ. Quand on s'associe, a priori, c'est que tout va bien, c'est qu'on veut s'associer avec cette personne. Donc, il vaut mieux traiter ces sujets-là lorsque tout va bien et que l'entente est bonne et qu'on est en phase et en accord sur le fonctionnement, les mettre par écrit, s'engager chacun dessus, que de le faire malheureusement quand la situation va moins bien et que on rentre dans des conflits ou dans des sujets où voilà, l'accord est plus difficile à trouver. Quand c'est comme ça, ben, on est bien content d'avoir un pacte et d'avoir tout acté par écrit engagé en amont. Donc, on vous a mis quelques exemples de clauses qui peuvent exister. Alors, je ne vais pas forcément toutes les détailler, mais pour vous illustrer un peu ce que peut contenir un pacte d'associés, donc on a les clauses d'exclusion, en fait, de retrait. Donc, ça peut être des retraits volontaires qui seraient encadrés avec un prix de rachat ou du moins une méthode de calcul de prix de rachat déterminée à l'avance. Ça peut être des clauses d'exclusion parce que voilà, un associé, c'est plus possible de rester avec lui ou elle d'ailleurs. Ça se passe trop mal, la mésentente est vraiment paralysante pour le fonctionnement de la société. Ben voilà, on détermine des cas dans lesquels on exclura cet associé avec qui ça se passe pas bien. On peut déterminer des clauses donc on appelle de good ou bad liver, c'est-à-dire que un associé part ou un dirigeant qui était associé part, ben s'il part propre, tout va bien, on n'est pas dérangé par le fait de reconnaître sa valeur ajoutée et de le racheter à un prix fixé en fonction. En revanche, si ça se passe pas bien et qu'en fait, bah, sa gestion, vous n'en êtes pas du tout satisfait parce qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû, qu'il a mal géré, qu'il n'a pas été diligent, qu'il n'a pas été, je sais pas, bienveillant avec les salariés ou autre, bah là, on n'a pas forcément envie de le rémunérer de la même manière et de le racheter au même prix. Donc voilà, on va bien déterminer comme ça des critères qui seront des critères pour lesquels on pourra déterminer que le départ est propre, entre guillemets, que c'est un départ sain et reconnu en termes de prix, ou des départs un peu plus conflictuels et du coup bah, pénalisants pour l'associé sortant. Ça peut aussi être des clauses d'antidilution. Donc, ça fait écho à ce qu'on présentait tout à l'heure sur le fait d'associer quelqu'un. Lorsque vous faites entrer quelqu'un au capital de votre structure, bah, vous n'avez pas forcément envie de perdre la main. Hein. Vous aviez le contrôle, vous étiez à 100%. Vous faites rentrer quelqu'un à 50%. Bah, voilà, les décisions importantes, il va falloir les prendre à deux. Donc, pour éviter ça, bah, vous pouvez mettre en place des clauses pour vous maintenir en fait un niveau minimum de participation, par exemple. Ça peut aussi être des clauses de sortie conjointe. Par exemple, vous êtes associé avec un couple, avec monsieur, madame, et bien, si monsieur sort, vous voulez que madame sorte également. Ça peut être aussi des clauses d'agrément. Donc ça, en général, c'est prévu dans les statuts, agrément et préemption. Mais vous pouvez aussi venir les détailler ou rajouter certaines modalités dans un pacte de manière toujours à ce que voilà, ces sujets-là restent confidentiels et restent privés aux associés et à la société. Voilà, on a fait le tour des principales obligations. Donc le pacte d'associés, vous l'aurez compris, hein, c'est pas une obligation légale. C'est plutôt une forte préconisation d'un conseil externe que de le mettre en place en amont, même si bien sûr, d'un point de vue strictement légal, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Mais voilà, on vous invite vraiment à au moins considérer la question du moment où vous êtes associé avec quelqu'un. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une question de poser, donc le délai à prévoir pour une valorisation de société par nos services. Alors, ça dépend. Si vous avez, parce qu'une valorisation, je laisserai peut-être Jérémy davantage répondre sur cette question qui est plutôt la sienne, mais en général, il faut se baser sur des comptes. Donc, je pense que il y a ce point-là à prendre en considération. Si par exemple vous avez un bilan, je sais pas, au 30 septembre, bah voilà, on peut se baser sur des comptes du 30 septembre et travailler dessus. Auquel cas, bah, le délai, de toute façon, votre bilan était à faire, donc le délai forcément est raccourci. En revanche, si vous êtes par exemple un 31 décembre et qu'on le fait aujourd'hui, bah, ça veut dire qu'il faut faire une situation comptable, donc c'est
comme un bilan intermédiaire. Donc ça demande un peu plus de temps. Ouais, c'est ça. Je vais prendre la Ouais. main. Alors attends, je suis en écho. Hop, je sais pas si vous m'entendez. Parfait, je crois que j'ai plus d'écho, Oui. c'est parfait. Oui, donc pour le délai, du coup, après, pour la valorisation, effectivement, il nous faut des éléments pour pouvoir valoriser. Donc, comme disait Mylène, soit un bilan, enfin, des comptes annuels clôturés récents, donc moins de 6 mois. Si ce n'est pas le cas, on fait une situation comptable, donc ça peut rallonger le délai. On peut aussi, ça va dépendre de l'activité et de la typologie d'entreprise, évaluer selon aussi des performances à venir. Et dans ce cas-là, on va baser l'évaluation sur un prévisionnel d'activité. Si on est sur une start-up, par exemple, on ne va pas se baser sur des résultats passés, mais plutôt sur des résultats potentiels futurs pour l'évaluation. Donc tout dépend de l'activité. Et après, une fois qu'on a ces éléments-là, du coup, on peut étudier et ça peut être rapide. Quand je dis rapide, c'est une dizaine de jours. Voilà. Voilà. Dans tous les cas de figure, si on doit faire un prévisionnel et si on doit faire une situation comptable et ou un bilan, ça demande un peu de temps, mais ça va être en tout, si on a les éléments, c'est moins d'un mois, voilà, en termes de délai. Voilà, c'est assez rapide malgré tout. Et s'il y a des urgences, c'est aussi traiter les urgences au cabinet. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Mylène pour cette présentation que j'ai suivie attentivement. Si vous avez des questions, toujours pareil, vous pouvez les poser dans le chat, dans le volet sur la droite. Vous accédez au chat en cliquant sur la petite bulle, sur l'icône, une petite bulle de conversation. Voilà, hop, parfait, merci. Merci. Alors, est-ce pondérable étude de marché sur des marchés de niche, par exemple? Alors, pas bien compris la question, mais j'imagine que c'est pour est-ce qu'on peut valoriser du coup une société d'après une étude de marché qui serait réalisée parce que l'activité est particulière, elle touche un marché de niche. Oui, voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire que en fonction des résultats futurs attendus, on va pouvoir valoriser sur cette voilà sur cet aspect du potentiel en fait, voilà, de la société. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais on peut en tenir compte. Voilà, tout à fait. On en tient compte d'ailleurs. Il y a pas mal de choses hein, pour valoriser une société. Je vous donne un exemple tout bête, mais à l'heure du Covid, une société de service, euh, si elle a un parc informatique récent, si elle est agile, si elle s'est adaptée, on va dire, à son environnement, bon ben, elle vaudra plus que la même société qui fait le même chiffre d'affaires, qui est organisée tout à fait pareil, par contre, qui n'a pas de souplesse, qui n'a pas de voilà, figé et qui, en cas de confinement, par exemple, hein, c'est un exemple récent, mais au moins ce qui parle à tout le monde, va rencontrer des problèmes. Donc, il n'y a pas que l'aspect financier, il y a l'aspect organisationnel et pas uniquement la partie chiffrée. Hein, voilà. Disons que les résultats passés ne présagent pas forcément des résultats futurs. Donc, on doit évidemment tenir compte à la fois du passé pour anticiper le futur, parce que quand on valorise sur des résultats à venir, dans la mesure où si vous vendez la société à un tiers ou à vous-même, à un moment donné, il va falloir payer cette société, rembourser le prêt qui aura été consenti par un établissement bancaire en général. Et ce remboursement de prêt se fait via des résultats futurs, donc via des remontées de dividendes. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour arriver à rembourser, il faut arriver à avoir des dividendes suffisamment importants pour rembourser tout ce qui a été emprunté dans le cadre de cet achat-là. Encore une fois, que ce soit à vous-même, à votre holding ou à un tiers, le schéma est le même. Parfait. Donc, petite question hop, qui arrive. Alors, je lis la question. En gros, si on veut garder une preuve de cette valorisation,
pour l'éventuel contrôle fiscal, une étude de marché plus un prévisionnel comptable sur un document valide pour argumenter cette valorisation. Alors j'ai mieux que ça, hein. C'est-à-dire que le document pour argumenter en cas de contrôle, c'est un rapport d'évaluation fait par le cabinet, par nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on fait nous-mêmes, on mène des diligences, donc on va vous demander des éléments, études de marché, prévisionnelles, mais ça va être notre travail pour analyser et pour effectuer un rapport d'évaluation. C'est simplement ce rapport-là qui fera foi, en tout cas qui engage notre propre responsabilité. Donc en cas de contrôle, si ça se passe mal, si la valorisation est remise en cause, eh bien c'est le cabinet qui est responsable, hein, c'est pas vous pour le coup. Vous achetez, en nous confiant cette tâche, vous achetez aussi une sécurité et une sérénité au niveau d'un éventuel contrôle fiscal, puisque vous nous transmettez la responsabilité. Merci. Parfait. Alors, une petite question de Loïc. Je comprends qu'une société civile n'est pas obligée d'envoyer au greffe son AGO, donc le greffe n'est pas informé en cas des premiers résultats faisant état d'une Oui. perte. Ouais, oui, tout à fait, effectivement, une société civile ne déposant pas ses comptes. Oui, cette obligation, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, cette obligation dont on a parlé tout à l'heure, elle est issue du Code de commerce, donc elle n'est pas applicable en fait aux sociétés civiles. Ça concerne vraiment les sociétés commerciales, donc SAS, SARL, voilà. C'est une bonne question. Je vous en prie. Parfait. Bah, écoutez, merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser aller déjeuner, en tout cas vaquer à vos occupations. Oui, merci Bon, à tous de votre participation du et coup, bonne journée. le webinaire est enregistré, il sera disponible sur YouTube comme les autres. Et n'hésitez pas à aller voir régulièrement, hein, sur le site internet, sur la page webinaire, l'ensemble des webinaires qu'on propose. On en propose en moyenne un par semaine. Ça reste une moyenne. On en a fait 2 cette semaine, puisqu'il y en avait un hier. On n'en a pas la semaine prochaine. Par contre, ça reprend à partir de novembre. Voilà, sur des webinaires sur tous les sujets qui vont intéresser à la fois les investisseurs immobiliers, à la fois les entrepreneurs, des sujets voilà, sur le cash, comment garder du cash dans l'entreprise, par exemple, ou alors comment, quand on démarre les investissements immobiliers, ben là, les 10 conseils qu'on peut vous donner pour démarrer des investissements immobiliers, pour préparer une retraite, pour un complément de revenu, pour commencer à transmettre, créer un patrimoine. Voilà, tout ça, c'est à venir. Vous pouvez déjà vous inscrire et le site est mis à jour très régulièrement là-dessus avec toutes les idées qu'on a en termes de webinaires à vous proposer gratuitement et comme ça assez régulièrement. Écoutez, merci à vous, merci à tous Merci pour à vos tous. questions et votre participation. À bientôt. À bientôt. Au revoir.